Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous les amis. Euh, euh, j'ai pas, j'ai pas prévu faire cette sortie, mais c'est pour ça que j'ai pas fait d'annonce. Mais, de- mais depuis hier, euh, quelque chose me disait qu'il faut prendre la parole pour dire deux ou trois choses à nos compatriotes en ce jour d'indépendance. C'est pas mon habitude de faire des Facebook Live direct, mais bon, je vais m'habituer. Euh, et donc, je dis bonjour à tous ceux qui sont en ligne et où que vous me suivez actuellement. Et je voudrais juste profiter de cette occasion euh, pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à nos compatriotes. Même si nous savons que nous ne sommes pas vraiment indépendants. Et ça fait 64 ans que euh, nos parents se sont battus pour que nous ayons une petite bouffée d'air dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est cet événement qu'on célèbre, mais pas véritablement dans la joie parce que la situation de notre pays est très préoccupante et l'avenir est de plus en plus compliqué pour les jeunes. Et il faudrait qu'on en prenne conscience. 64 ans dans une vie d'un pays, ce n'est pas 6 ans, ce n'est pas 10 ans, c'est beaucoup, c'est des générations. C'est si peu, mais c'est des générations qui sont sacrifiées. Et il est important que les Togolais, à des jours comme ceci, puissent vraiment faire une analyse de la situation de notre pays et, et se demander où allons-nous et qu'est-ce qu'il faudra faire pour arrêter tout ça. Euh, et c'est quand même assez triste que 64 ans après les indépendances, euh, euh, toute la solution que nous avons aujourd'hui pour la jeunesse, c'est que les gens partent. Le pays se vide parce que les perspectives ne sont pas très bonnes. Et pendant que la minorité, ce que eux-mêmes décrivent comme minorité, baigne dans une opulence offensante. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui analyser
Il ne suffit pas d'aller faire des défilés, d'exhiber des tenues d'apparat, de danser, de jouer la musique. Ce n'est pas ça qui nous rend indépendants. Aujourd'hui, quand nous voyons le Togo et que nous fassions une analyse assez dépassionnée de la situation, la question est de savoir est-ce que nous sommes indépendants et qui gère nos ressources, dans les mains de qui nos ressources sont, est-ce que nous avons des dirigeants visionnaires, est-ce que nous avons des dirigeants qui ont l'amour de ce pays, est-ce qu'en 64 ans, nous avons conçu une nation, est-ce que nous avons véritablement conçu une nation où nous sommes toujours ces peuples épars qui composent ces territoires et qui n'avons rien de commun? Est-ce que nous avons une communauté de destin? Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont sur le territoire togolais, ils raisonnent togolais avant de raisonner village, ethnie, clan, communauté? Est-ce que nous avons véritablement une communauté de destin? Ce sont ces questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Et en gros, quand on arrive au bout de l'analyse, on se rend compte que nous sommes dans un pays où on n'a jamais rien réussi à construire ensemble. Aujourd'hui, même si les familles ont réussi un brassage dans toutes les ethnies, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans notre pays, les gens raisonnent d'abord en ethnie, en village, avant de raisonner en État ou en nation. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et cela démontre que nous n'avons pas fait réellement un grand pas pour cimenter une nation qui nous réunit tous. Et donc, aujourd'hui, quand nous faisons le bilan de ceux qui gouvernent ce pays, on se rend bien compte que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter cette catastrophe-là? Alors, moi, mon message ce matin pour les Togolais, surtout pour les jeunes, parce que nous, on est plus relativement jeunes, c'est que les gens se réveillent. C'est que les gens se réveillent par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave. Il faut que nous nous réveillons. Les jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, vous devez vous réveiller. Regardez l'état de notre pays et vous devez vous réveiller. Et sortez un peu de Lomé, du Togo, regardez ce qui se passe dans les pays voisins. Regardez comment les gens évoluent. Regardez comment les gens ont les opportunités. Revenez au Togo et faites la comparaison. Et regardez dans quel état se trouve notre pays. Aujourd'hui, les gens vont faire le défilé dans quelques heures, là-bas à Lomé 2. Regardez l'état de la ville de Lomé. Regardez dans quel état de délabrement total se trouve la ville de Lomé. Et toutes les villes de l'intérieur sont pareilles. Quand vous prenez la ville de Lomé aujourd'hui, à peine 30% même c'est trop, à peine 20% des rues de la ville de Lomé sont goudronnées. Et ça n'existe plus dans aucun pays côtier de la région. Quand vous quittez les axes principaux de notre capitale pour rentrer chez vous à la maison, c'est difficile. Il n'y a pas de rue pavée, il n'y a pas de route goudronnée. Et pourtant, les moyens que nous avons dans ce pays suffisent largement pour transformer de façon structurelle tout le visage de notre pays. En termes de population par rapport aux ressources que nous disposons, le Togo est plus riche que le Bénin. Le Togo est plus riche que le Bénin. En termes de population, de ressources que nous disposons sur nos territoires, le Togo est plus riche que le Bénin. Regardez ce que Talon a fait en 8 ans. Même pas. Regardez ce qu'il a fait. Avant, les Béninois venaient chez nous les week-ends. Aujourd'hui, ils ne viennent plus. Allez au Bénin, regardez ce qu'ils ont fait. C'est ça la vision des dirigeants. Ils ont transformé leur pays de façon structurelle. Et arrivé à Lomé, regardez Lomé aujourd'hui, l'état de délabrement total dans lequel se trouve la ville de Lomé. Allez dans les quartiers de Baie, les quartiers d'Atito, Gomé, Nyekonakwe, partout. Regardez la ville de Lomé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas un cadre de vie acceptable.
le seul endroit à Lomé où on peut juger que c'est un quartier acceptable, c'est la Caisse, où ils sont tous allés se réfugier là-bas. Dès que vous sortez de la Caisse, vous sortez de la cité du Millénium, la ville n'existe plus. En termes de vision, en termes d'infrastructure, en termes de route, il n'y a absolument rien. Et nous sommes tous victimes de ça, qu'on soit unis, opposition, je ne sais quoi. Et quand vous rentrez le soir chez vous, quand il pleut, et que vous n'avez pas de route, et vous n'avez pas de voie pour rentrer dans votre domicile, ça n'a pas de couleur politique. Ça n'a pas de couleur politique. Regardez l'état dans lequel se trouve la ville de Lomé. Et quand vous allez à l'intérieur, c'est une catastrophe. Il y a un ami qui me disait la dernière fois que pour aller aujourd'hui au nord du Togo, il n'y a pratiquement pas de route. Il n'y a pratiquement pas de route. Quand vous quittez Lomé, à peine vous sortez à Thiévié, il n'y a pas de route. Pour aller au nord, il n'y a pas de route. Et 64 ans après les indépendances, on n'a même pas réussi à construire une route à double voie sur 650 km, Lomé-Dapaon. Et avec toutes les richesses que nous avons, et tous les jours, les gens meurent sur ces routes-là parce que ces routes n'existent pas. C'est des pistes telles que le colon l'a construit, elles n'ont jamais été élargies. On a juste mis du goudron sur les dimensions qui existaient depuis, et les gros porteurs n'arrivent pas à faire des dédoublements sur ces routes-là. Il y a des ponts que vous retrouvez qui datent de l'époque allemande ou française. Et qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Et dire que c'est une minorité qui maintient le pays dans cette pauvreté depuis 64 ans. C'est inconcevable pour notre pays. C'est inconcevable pour l'avenir de la jeunesse. En 20 ans de pouvoir, si vous faites le bilan de Faure Gnassingbé, c'est une catastrophe. Il n'a pas construit de routes, il n'a pas construit d'hôpitaux, il n'a pas construit d'écoles, il n'a pas construit d'université. Il n'a rien construit. Il a replâtré quelques routes. Il n'a pas fait grand-chose en 20 ans de pouvoir. Regardez la route de Palimé. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on fait une route d'à peine 100 km. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on fait une route d'à peine 100 km. La route de Palimé. Comment nous pouvons vivre comme ça? Et quelle fierté nous tirons de tout ça? Il n'y a aucune fierté à fêter une quelconque indépendance. Et ça, ce n'est pas seulement la faute des autres ou la faute des étrangers ou des colons ou je ne sais quoi. Ils ont leurs responsabilités, certes. Et que ce soit la France, les États-Unis ou tous nos partenaires, ils ont leurs responsabilités. Mais les premières responsabilités, c'est nous-mêmes. C'est pour cela que, généralement, je ne suis pas pour les discours qui consistent à jeter la responsabilité sur les autres. Parce que ces discours-là, ça disculpe nos autorités. Ça leur permet de dormir tranquillement dans leur fauteuil, de dire, bon, tant que le peuple s'attaque peut-être aux puissances étrangères, moi, on ne me dit rien, je suis tranquille. La première responsabilité, c'est nous-mêmes, c'est nos dirigeants. Personne n'empêche nos dirigeants de construire des hôpitaux, de construire des écoles, de construire des routes. Ouattara, qui est pro-français, je ne sais pas comment il faut le qualifier, il développe son pays, même s'il prend des dettes. Tous les pays sont endettés, tous les pays du monde sont endettés. Mais il prend les dettes pour construire son pays. Allez regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Talon, qu'on qualifie de pro-français, il développe son pays. Il fait des routes, il construit des villes. Vous avez vu la ville de... Il y a une ville à côté de Cotonou que Talon a construit, qu'on appelle Ouedo. Avec des logements sociaux de classe moderne. C'est comme Macky Sall qui a construit Diaminado. Qu'est-ce que nous faisons au Togo? Et nous sommes devenus la risée de toute la région. Nous avons des dirigeants, ils sont tout le temps dans des conférences, ils sont dans des avions, ils racontent tout et n'importe quoi pour manipuler la jeunesse. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que Faure a pris la route Lomé pour aller à Dapaon? C'est un chef d'État. Est-ce que vous vous rappelez s'il a une fois pris la route Lomé-Dapaon pour constater l'état de la route? Quand Faure quitte Lomé pour aller à Thiévié, il va en hélicoptère. Quand Faure va à Thiévié, il va en hélicoptère. Est-ce que Faure a pris un jour la responsabilité sur lui
de parcourir la route Lomé-Dapao pour voir dans quel état se trouvent nos villes, dans quel état se trouvent nos routes. Est-ce qu'il connaît le pays? Parce qu'il est toujours en l'air. Même pour aller à Niamtougou, il va en avion. Il peut aller 3 fois par jour. Il va en avion. Est-ce que c'est normal pour des dirigeants? Aller à Vaughan, aller à Néron, aller à Takpamé, aller à Notien. Les seules routes goudronnées qui passent dans ces villes, c'est la route nationale ou internationale. À part ça, il n'y a plus rien. Aller à Kara, aller à Sokoré, aller à Dapao, aller à Mango. Est-ce que nous avons des villes? Est-ce que nous avons des villes? Est-ce que nous avons des cadres de vie? Est-ce que c'est normal, 64 après les indépendances, avec toutes les richesses que nous avons? Je continue de vous le dire. Le Togo est plus riche que le Bénin. En termes de ratio entre population et ressources disponibles. On a tout sur notre territoire. Mais comment sont gérées ces ressources-là? Qui vous a jamais fait les comptes sur les ressources du port autonome de Lomé? Vous avez une fois vu la comptabilité du port autonome de Lomé? Vous l'avez vu dans le budget de l'État? Les phosphates, ça passe où? Le clinker, ça passe où? Ceux qui sont à Tikoumé, à Djitogomé, vous voyez le train là qui passe tous les jours, qui va au Ghana avec le clinker? Qui vous fait le bilan? Qui vous fait, qui vous dit ce que ça rapporte au pays? Toutes les richesses qui sont à l'intérieur du pays qu'on exploite. Alors, les amis, nous devons nous réveiller. Il ne s'agit pas forcément d'être contre quelqu'un. On doit se réveiller, c'est notre pays. C'est notre pays. Il y a des gens qui viennent dire, oui, tout ce que vous faites là, ça ne donnera rien. Les opposants prennent l'argent et tout ça. Moi, j'ai rien à foutre des opposants. Si un opposant va prendre de l'argent, c'est son problème. Ce qui nous intéresse, c'est notre pays. On ne lutte pas pour un opposant. On lutte pour notre pays. D'abord pour notre propre fierté, d'abord. Pour notre fierté d'abord. Qu'un opposant aille chercher l'argent ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est notre pays. C'est comment changer le visage de notre pays. Est-ce que vous êtes fiers quand des Béninois vous disent « Ah, c'est vous, le Togo, là, c'est le seul pays où il y a une famille qui dirige pendant 64 ans. » Est-ce que vous êtes fiers quand vous allez au Ghana, on vous dit « Ah, vous les Togolais, là, c'est vous qui êtes dirigé par une seule famille depuis bientôt 100 ans. » Est-ce que vous êtes fiers de ça? On n'a rien à foutre des opposants. Qu'un opposant soit dans la compromission, qu'il aille chercher l'argent, qu'il soit vrai, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est ce qui nous intéresse individuellement. Et au Togo, c'est toutes les ethnies qui sont victimes de la dictature. Ce n'est pas un problème d'ethnie. Qu'on soit de Kara, de Lomé, de Dapao, de je ne sais où, d'Anéron, de Palimé, de Daï, nous souffrons tous des manques de routes, des manques d'hôpitaux, des manques d'écoles, des manques d'universités. Ça n'a rien à voir avec une quelconque ethnie. À la limite, ceux qui gèrent le pays, ils instrumentalisent l'ethnie pour la conservation du pouvoir. Les militaires que vous voyez, ils sont aussi dans la souffrance. Ils souffrent comme les civils. Et ils sont juste instrumentalisés. Et donc, nous devons nous réveiller. Nous devons trouver les moyens de dire non à cette clique-là qui est en train d'enfoncer notre pays dans les abîmes du désespoir. Tout ce que vous voyez qui s'agite pendant cette campagne-là, eux-mêmes, ils n'y croient pas. Et ils savent que le système est pourri. En privé, ils disent autre chose. En privé, ils disent autre chose. Mais sur la place publique, ils viennent dire oui, et voilà, c'est unir ou rien. Unir et assis sur quoi? Sur rien du tout. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller distribuer des gadgets, du gari, tout ça aux gens, pour pouvoir acheter les consciences. Alors que l'achat de conscience pendant une campagne électorale est interdite par la loi. Vous imaginez que on va aller élire des députés sur la base d'un achat de conscience? Et donc, une élection frauduleuse, et ces députés vont choisir le président du conseil. Et donc, on va se retrouver dans une double échelle. Une double échelle d'illégitimité d'un chef d'État ou d'un premier ministre. C'est-à-dire, le président du conseil lui-même n'a pas de mandat électif. Il viendra se faire élire par des députés qui, eux, ont été élus de façon frauduleuse. Et c'est dans ça qu'on veut entraîner notre pays. Pour des gens qui ont dirigé pendant ce pays pendant 60 ans. Ils sont obligés d'aller donner du gari aux populations dans les villages pour qu'on puisse voter pour eux. Et donc, il ne s'agit pas pour nous, les gars,
de regarder ce que les opposants font. Bon, ils sont là avec leurs forces et leurs faiblesses. Qu'un opposant aille chercher de l'argent, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est notre avenir. C'est l'avenir des Togolais. Donc, arrêtez d'écouter les discours qui disent, oui, les opposants, bon là, c'est les gens même du NIR qui disent ça, les opposants viennent chercher de l'argent, vous restez là-bas, vous allez faire tout ça pour rien. On ne lutte pas pour les opposants. J'ai toujours l'habitude de dire, un opposant n'est pas forcément un démocrate. Un opposant peut être un aigri qui change de manteau, qui veut juste aussi avoir sa part. On a vu en Guinée, Alpha Condé, il a fait 40 ans d'opposition, mais quand il a pris le pouvoir, on a vu ce qu'il a fait de son pays. Un démocrate, c'est des gens c'est quelqu'un qui a des principes, qui a des valeurs, qui véhicule des valeurs humanistes. Donc, un opposant, ça ne signifie absolument rien. Mais c'est notre peuple qui doit nous intéresser. Regardez tous ces jeunes, ceux qui sont nés en 2005, aujourd'hui ils ont 20 ans. Qu'est-ce que Faure fait pour eux? Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Il a plu la dernière fois, vous avez vu l'état du CHU, CHU Sylvanus Olympio. Vous avez vu dans quel état se trouve cet hôpital? Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Et on se retrouve dans un système vertical où les pères succèdent, les enfants succèdent à leurs parents et le pays continue de s'enfoncer dans l'abîme. Donc, à un moment donné, nous devons avoir le courage de tenir un langage de vérité, quel que soit ce que ça doit nous coûter. 64 ans après l'indépendance, il n'y a rien à tirer de tout ça. Il n'y a aucune fierté à avoir. Et puis, Faure Gnassingbé, il s'en fout. Il s'en fout des Togolais. Lui, le pouvoir, c'est la jouissance. Avec toute sa clique. C'est la jouissance, vous les voyez. Vous les voyez, c'est la jouissance. Ils sont dans la jouissance. Que Lomé soit dans un état de délabrement total, ce n'est pas leur problème. Regardez les quartiers de Bain, les quartiers de Djidjolé, les quartiers de... Je ne sais pas. Est-ce que vous avez encore vu ça quelque part dans la région? Vous avez vu une ville comme ça dans la région? Allez au grand marché de Lomé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de rue goudronnée au grand marché de Lomé. Quand il pleut, nos mamans sont dans l'eau. Ils vendent dans l'eau. Et c'est dans ça que les impôts viennent les frapper, fermer leurs boutiques. On a vendu le pays aux étrangers, pas seulement les blancs. Aujourd'hui, vous avez tout un capitalisme sahélien qui a pris tout notre pays en otage. Et personne n'a le courage de dire la vérité. Vous ne verrez pas ça quelque part. Aujourd'hui, qui sont ceux qui achètent toutes les maisons à Lomé? Qui achètent les maisons dans les quartiers de Bassadi, de Bain, de Adéoui, de Djoumassé, tout ça? Qui sont ceux qui achètent les maisons? Vous verrez les Togolais acheter autant dans la région, chez les autres? C'est pas possible. Alors après, on viendra nous dire, oui, non. Notre pays, c'est pour nous. Nous devons compter d'abord pour nous, avant les autres. Donc, je ne sais pas. On passe tout le temps sur TikTok à parler des banalités, à raconter les histoires de sexe, les histoires de sexe, les conneries, alors que notre pays est en train de s'enfoncer. Notre pays est en train de mourir. Cette minorité mafieuse n'a rien à foutre de ce pays. Ils n'ont aucun plan. Ils n'ont aucune vision. Les gens qui ont des visions, c'est eux qui développent leur pays. Je vous donne... Parce que l'exemple le plus palpable, c'est le Bénin. Je ne peux pas comparer le Togo à la Côte d'Ivoire, au Ghana, parce qu'eux, ils sont partis depuis longtemps. C'est le Bénin. Il y a encore 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y avait encore une comparaison possible. Talon est venu. Bon, ça a commencé par les Yahi Boni, tout ça. Talon est venu. Il a changé la physionomie du Bénin. Vous allez au Bénin aujourd'hui à Cotonou, toutes les rues, tous ceux qui connaissent la ville de Cotonou, les quartiers les plus inondés de Cotonou, Akpakpa, Begamé, et tous ces quartiers-là, Missebo, tout ça, le grand marché, la plage et tout ça, tous ces quartiers, les visages de ces quartiers ont été changés. On a conçu des canalisations pour drainer l'eau, des égouts. On n'a pas fait des retenues d'eau. Et aujourd'hui, les Béninois vivent dans un cadre agréable. Et quand vous vivez dans un cadre agréable, mais l'espérance de vie change, la physionomie du pays change, les gens sont heureux, le pays avance. Et nous sommes encore à Lomé dans un gros village. On est incapable de faire des systèmes de drainage d'eau, de faire l'assainissement de la capitale, de faire des routes, de faire des pavés. Et quand on arrive à faire une petite route, les gens sont contents. On dit aux gens, oui, que le chef de l'État travaille.
Ils font quoi? Ils font absolument rien. Regardez la ville de Thiéviers, qui est comment ils appellent ça? La ville de Thiéviers, c'est comment ils appellent ça? Le chef-lieu de la région maritime. Allez dans la ville de Thiéviers, là, qui est à 20 km de Lomé, à 15 minutes. Vous avez une route à Thiéviers? Vous avez des infrastructures à Thiéviers? Vous avez un hôpital à Thiéviers? Vous avez je ne sais quoi à Thiéviers? Il n'y a absolument rien. Mais Thiéviers, en termes de comparaison, c'est comme Lomé, et c'est comme Accra et Tema. Tema, c'est toute une ville. Thiéviers, c'est comme Dakar et Djaminado. Thiéviers, c'est comme Cotonou et Aboumé. Regardez la ville de Thiéviers. Mais c'est là-bas où vous trouvez des barons qui se sont enrichis sur le dos de la République, qui font du bruit dans les campagnes, qui disent oui, il faut voter pour unir, il faut faire ci, il faut faire ça. Regardez la ville de Thiéviers. J'ai fait plusieurs enquêtes sur les phosphates, où vont les ressources et tout ça. J'ai fait des enquêtes. On a fait beaucoup de choses. Toutes ces richesses-là, si on arrivait à faire des routes chaque année, nous allons changer la physionomie de nos villes. Est-ce que c'est normal? Et vous les jeunes, est-ce que ça ne vous choque pas? Ça ne vous choque pas? Nous, on est plus jeunes. Hein? Moi, depuis l'âge de 16 ans, j'étais dans la rue, hein, je lançais des cailloux contre le régime. Depuis 16 ans, j'étais un rebelle né. Depuis 16 ans, 15 ans, 16 ans, je lançais des cailloux. Quand j'étais au collège, on nous a fessés pour avoir refusé de faire l'animation politique. On a convoqué nos parents. On n'a jamais changé. Aujourd'hui, on a 50 ans et plus. On continue. Parce que c'est l'avenir de nos enfants. Bon, vous les jeunes qui êtes à Lomé, vous êtes à l'université, vous n'avez pas de bourse, vous n'avez pas d'amphi, vous n'avez rien. Quand vous donnez une opinion sur une situation politique, on vous arrête. On vous convoque au conseil de discipline. Allez à l'intérieur de nos pays. Kara, Dapamo, Atakpame, c'est des villes ça? Nous avons des villes. Ces villes ne sont même pas comparables avec des petites villes au Ghana comme Ho, tout ça. Hein? Est-ce que c'est des villes ça? Nous sommes contents d'avoir des localités comme ça. Et donc, qu'est-ce que ces gens font de nos richesses? Qu'est-ce qu'ils font de nos ressources? Qu'est-ce qu'ils font de tout ce que Dieu nous a légué sur le territoire togolais et dont nous avons tous droit? Après, ils viennent faire des discours de panafricanistes, de pacotille, pour dire que nous sommes fatigués des Blancs, on est ci, on est ça. Mais ces gens que vous voyez là, c'est eux qui investissent tout leur argent qu'ils volent au Togo chez les Blancs. Ils achètent des maisons, des résidences, des villas chez les Blancs, que ce soit en France, en Europe, bon, disons en Europe, et principalement en France, aux États-Unis, au Canada. Ils mettent leurs enfants, ils prennent les nationalités pour leurs enfants. Mais ils passent tous les jours à vous dire que oui, voilà que nous sommes contre les Blancs, on est ici, tout ça. Alors qu'ils investissent tout l'argent qu'ils volent au Togo chez les Blancs. Ils ne construisent pas d'hôpitaux, ils ne font pas de routes. Mais ils mettent tout à l'abri chez les Blancs. Donc il faut sortir de cette manipulation-là. Il faut sortir de ce narratif qui permet de disculper nos dirigeants qui sont responsables, qui sont les premiers responsables de ce qui nous arrive. Personne, je dis encore personne n'empêche Faure Gnassingbé de construire des routes au Togo. Personne ne l'empêche de construire des hôpitaux. Personne ne l'empêche de construire des stades. Personne ne l'empêche de construire des universités. Aucune puissance ne l'empêche de le faire. Ouattara le fait. Macky Sall, quoi qu'on puisse le reprocher sur le plan politique, il a fait un travail énorme au Sénégal. Talon le fait. Personne ne les empêche de faire quoi que ce soit. C'est des gens qui sont juste des incompétents, des irresponsables. Ils n'ont pas de vision. Je vous dis, qui se rappelle de la dernière fois que Faure Gnassingbé a pris une voiture pour circuler sur la route Lomé-Dapaon? Qui se rappelle de la dernière fois que Faure Gnassingbé a pris la voiture pour circuler Lomé-Dapaon pour voir l'état de la route? La dernière fois qu'ils devaient faire leur congrès d'unir, la plupart des barons sont montés par avion à Kara.
La plupart des barons sont montés à Kara par avion. C'est leurs chauffeurs qui sont allés par la route. Eux tous sont montés à Kara par avion. Lomé Kara, c'est 450 km. Ils vont par avion. Moi, je suis ici, en exil. Des gens, Kara m'envoie des messages. Ferdinand, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Il faut parler de la ville de Kara. On n'a rien. C'est la même chose pour toutes les autres villes. Dapao, on n'en parle pas. Mango, on n'en parle pas. Bassar, on n'en parle pas. Nous sommes tous des victimes de la dictature. Ce n'est pas une question d'ethnie. Certainement qu'il y a une clique ethnique qui en profite. Mais toutes les autres ethnies sont logées à la même enseigne. Ça n'a rien à... Et la dictature recrute dans toutes les ethnies. Quand vous prenez tous ceux qui sont autour de Fort Gnassingbé, ils viennent d'Anero, de Vaughan, de Palimé, d'Atakpamé, de Sokoré, de Dapao, de Bassa, de Pagouda. Ils viennent de partout. C'est une clique. C'est une clique. À la limite, il y a des rôles qui ont été, assignés à tout le monde. Il y a ceux qui tuent. Il y a ceux qui tuent, qui repriment pour maintenir le pouvoir, aussi c'est leur rôle. Il y a aussi ceux qui sont là, qui sont des intellectuels, qui viennent défendre l'indéfendable. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Dans la dictature, c'est un jeu de rôle. Il y a ceux qui sont là juste pour tuer, pour maintenir le patron, le chef. Eux, c'est leur rôle. Et quand il faut aller défendre... il faut déjà raffiner, plus ou moins raffiner pour aller défendre sur les médias. Il y a ceux-là aussi qui sont là. Quand on a parlé de constitution, vous avez vu tout ce qu'on a sorti pour aller sur les médias, pour parler de constitution, c'est des intellectuels. C'est aussi leur rôle. Quand il faut réprimer les gens qui vont sortir dans la rue, on sortira d'autres aussi. C'est aussi leur rôle. C'est tout ça qui fait la dictature. Ce n'est pas une question d'ethnie. Ce n'est pas une question d'ethnie. C'est tout ce système-là qu'il faut détruire, les gars. Aujourd'hui, Faure a fait 20 ans de rien faire. Hein. Il n'a rien fait de ces 20 ans au pouvoir. Il s'est promené dans le monde, il était dans les conférences. Il a joui, il continue de jouir. Il était content d'être marché sur les tapis rouges, d'être dans toutes les conférences. Il n'a rien fait du Togo. Rien. Il n'a rien fait de potable. Alors, il s'est levé un matin... Et il s'est rendu compte que je viens de faire 20 ans au pouvoir. Le temps est vite passé pour lui. Et il a vu les 20 ans passer comme 20 mois. Et il s'est dit, mais je suis au bout du rouleau. Quand je vais prendre un 5e mandat, ça va être scandaleux pour le monde entier. Alors qu'est-ce que je fais? Je trouve une astuce pour changer la constitution, pour mélanger les gens, pour faire croire aux gens que je veux moderniser le Togo. Parce que Faure sait très bien... Et il se promène avec son illégitimité, les gens le voient comme un dirigeant curieux, parce qu'il est là, les gens viennent, ils partent, lui il est le seul, il est là, il se retrouve dans toutes les conférences, il devient une curiosité régionale. Alors il s'est dit quoi? Je vais trouver une manœuvre pour bluffer les gens. Alors, je supprime l'élection présidentielle, et je fabrique une nouvelle constitution pour un régime parlementaire, je deviens président du conseil, le temps que les gens se rendent compte que c'est moi qui ai encore la totalité du pouvoir, je suis toujours là. C'est tout ça. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Et ils utilisent la méthode la plus gauche pour faire ça. Et ils viennent nous dire, notre modèle, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne. C'est en Allemagne et en Grande-Bretagne, on fait le régime parlementaire comme ça. À la limite, en Allemagne et en Grande-Bretagne, le chef de la majorité parlementaire, c'est d'abord un élu. Il a un mandat électif. Faure, lui, ne veut même pas se faire élire, même pas comme député. Mais il veut qu'on le choisisse, président du conseil, après qu'il aura désigné lui-même ses députés. Donc, on va se retrouver avec des députés frauduleusement élus qui vont élire un président qui, lui, n'a pas de mandat électif. Et c'est ça le régime parlementaire que les juristes togolais sont en train de nous servir. À la limite, ils n'y croient même pas, parce que ces gens, ils disent autre chose en privé. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas confondre la foule au peuple. Tous ceux qui suivent UNIR, là, ils les suivent pour de l'argent. Le jour où ça pète là, ils vont disparaître. Il n'y a personne qui suit ces gens parce que les Togolais en réalité sont conscients que ce régime a un bilan négatif. Les gens les suivent juste pour glaner quelques miettes pour vivre.
Parce que les gens ont été tellement appauvris. Et ils sont conscients que malgré toute l'artillerie financière qu'ils sont en train de déployer, les gens ne les suivent pas. Est-ce que vous savez que pendant la campagne, ils ont été renvoyés dans plusieurs endroits des villages de Kara? Les gens leur ont dit merde, ça suffit comme ça. Les gens leur ont dit merde à Sokolé, les gens leur ont dit merde à Mango, un peu partout. Ils sont conscients. C'est pour ça qu'ils interdisent les observations indépendantes, l'église, les observateurs indépendants pour pouvoir avoir le temps de bourrer les urnes. Ils savent qu'ils n'ont aucune assise. La foule qu'ils brandissent, les émigrants qu'ils mobilisent, là, ils leur distribuent 2000 francs dans les rues, c'est une foule, ce n'est pas un peuple. Donc, les amis, je n'ai pas prévu de faire ce direct, mais en ce jour d'indépendance, j'ai voulu prendre la parole pour parler au peuple togolais, pour dire, surtout la jeunesse, arrêtez de vous amuser sur les réseaux sociaux. Il faut que la situation de votre pays vous préoccupe. Arrêtez de vous amuser sur TikTok, de faire des vidéos à la con chaque jour, de faire des clashs inutiles. Vos parents meurent à Lomé. Quand vous tombez malade, il n'y a pas d'hôpital pour vous soigner. Il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'université pour vous former. Et les gens qui se forment, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'emploi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous ne pouvons pas tous quitter le pays. Même si on part, on doit revenir, c'est notre pays. On ne peut pas le laisser aux gens. À cette clique, à cette minorité qui est une minorité nocive pour notre pays. C'est un cancer pour notre pays, ces gens-là. Ils n'ont aucune pitié pour le Togo. Vous imaginez le cœur qu'ils ont d'aller distribuer des sachets de gari aux gens dans les villages? Vous voyez comment ils ridiculisent les Togolais pendant la campagne. Les gens vont s'agenouiller, danser pour eux, s'aplatir le ventre pour pouvoir gagner 1000 francs. Vous avez vu comment ils ont réduit les Togolais à des choses? Nous devons nous réveiller. Dites-moi, s'il y a une école, il y a un lycée d'excellence aujourd'hui au Togo, un lycée de référence, s'il y a une université digne de ce nom aujourd'hui au Togo, il n'y en a pas. 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 Mais ces gens que vous voyez au pouvoir au Togo, ils achètent chaque jour des nationalités pour leurs enfants. Ils mettent leurs enfants aux États-Unis, au Canada. Si le Togo était si beau comme il acclame, si le Togo était bien gouverné comme ils le disent, s'ils ont bien gouverné le Togo, pourquoi ils sortent leurs enfants du pays? Pourquoi ils mettent leurs enfants à l'abri? Pourquoi ils mettent leurs femmes à l'abri? Pourquoi ils achètent en Occident? Pourquoi ils achètent les maisons? Ils mettent l'argent à Dubaï, à Singapour, aux États-Unis, au Canada. Pourquoi ils sortent leurs enfants? Je connais des gens qui sont ministres dans ce gouvernement il y a à peine 3 ans. Ils ont mis leurs parents à l'abri. Ils ont installé leur famille aux États-Unis. Ils sont ministres à peine 3 ans. Ils sont ministres à peine 3 ans, 4 ans. Ils ont mis leurs enfants. Vous ne vous posez pas la question de savoir où sont les enfants de tous ces ministres-là? Victoire Tomega, vous connaissez ses enfants? Vous savez où elle a mis ses enfants? Les ADD, vous connaissez où ils ont mis leurs enfants? Vous savez quelle autre nationalité ils tiennent? Les Trimois, tout ça. Est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas avec leurs femmes à Lomé? Les Trimois, tout ça, qui font du bruit là. Bahara, vous le voyez avec une femme à Lomé? Vous savez où ils ont leurs enfants? Vous savez là où ils sont leurs enfants? Si le Togo était si merveilleux comme ils le disent, pourquoi ils ne vivent pas à Lomé avec leurs enfants, leurs femmes? Pourquoi ils mettent toute leur famille à l'étranger? Les enfants de Fort, vous savez où ils sont? Vous savez où ils sont, les enfants de Fort? Vous savez là où ils sont? Vous savez là où ils sont? Leurs enfants? Vous savez là où ils achètent les maisons? Pourquoi, si le Togo qu'ils gouvernent est un bon pays, pourquoi ils sortent leurs enfants du pays? Pourquoi ils mettent leurs enfants à l'extérieur? J'ai entendu un avocat avec qui on a fait une lutte merveilleuse au CST qui a raconté des histoires après avoir changé de camp. J'ai eu pitié de lui. Il dit, Victoire Tomega fait beaucoup de choses.
C'est pour ça qu'il faut le renvoyer l'ascenseur. Victoire Tomega, elle est ministre depuis 12 ans. Ministre de développement à la base. Elle a géré plusieurs portefeuilles. Elle a cumulé des portefeuilles où elle a manipulé des milliards. Vous l'avez vu faire quelque chose à Vaughan, Victoire Tomega? Elle a dirigé le ministère du développement à la base pendant 10 ans. Vous avez vu Victoire Tomega faire quelque chose à Baroubé chez elle, à Togoville, à Vaughan? Vous avez vu ça? Mais elle dirige un ministère de développement à la base. Hein. Elle est Premier ministre aujourd'hui. Vous connaissez la route qui quitte Haoto ou Sevagan pour aller à Togoville? Vous connaissez dans quel état se trouve cette route? Vous connaissez la route qui part de Glidi, qui passe par Asukopé, tout ça, les Kété Akora pour aller à Baroubé? Vous connaissez cette route-là? Vous n'êtes jamais passé à Glidi pour aller à Baroubé? Vous connaissez cette route-là? Elle est ministre pendant 10 ans, développement à la base. Elle est Premier ministre depuis 3 ans. Elle ne s'est même pas foutue d'aller dire à son patron de fort que bon, pour aller même dans mon village, il n'y a pas de route. Est-ce que, monsieur le président, vous ne pouvez pas donner un crédit pour qu'on goudronne la route qui va chez moi? À chaque fois qu'on doit aménager la route qui quitte Glidi pour aller à Togoville, c'est les prêtres qui le font quand on fait le pèlerinage. Quand on fait le pèlerinage, c'est les prêtres qui prennent le catapillar pour arranger la route. Et elle était ministre pendant 10 ans de développement à la base. Développement à la base. C'est-à-dire qu'elle devait s'occuper des infrastructures à la base. Elle n'a pas pu aménager la seule route ou la seule rue qui va chez elle. Klassou a été Premier ministre pendant 5 ans. C'est l'homme Klassou. Il a été Premier ministre pendant 5 ans, après avoir été ministre plusieurs fois. Vous avez vu la ville de Notien, qui est le bastion des évêques là? Vous êtes allé à Notien? Vous avez vu l'état de la ville de Notien? Notien qui est le site historique des évêques, tout ça. Vous avez vu Notien? Vous avez vu l'état de la ville de Notien? À part la route qui va à Tomou et celle qui va au nord là, est-ce qu'il y a une seule rue goudronnée à Notien? Est-ce qu'il y a une seule rue goudronnée à Notien? Klassou n'a pas été capable de clôturer le lycée de Notien. Il a été Premier ministre pendant 5 ans. Il n'a pas été capable de construire un simple commissariat à Notien. Une petite brigade de gendarmerie. Vous avez vu la brigade de gendarmerie de Notien? Quand vous allez à Notien là, dans le virage là, il y a une brigade de gendarmerie là-bas. C'est comme un poulailler. Ça ressemble à un abri abandonné. C'est là-bas les gendarmes sont, ils arrêtent les gens. C'est la ville d'un Premier ministre qui a fait 5 ans au pouvoir. Quand les évêques du Ghana et les évêques du Bénin et du Nigeria, ils viennent à Notien pendant les fêtes d'Agbobozan là, ils repartent avec la grande honte. Parce qu'ils ont honte de revenir à leur source, dans leur ville historique qui ne ressemble à rien du tout. Vous avez, quand vous allez à Ho, ici au Ghana, à Ho, vous allez à Kpando, vous allez même à Plaou, toutes les petites localités qui jonchent à Plaou là, Soga Kopé, qui sont des localités élevées. Quand vous revenez à Lomé, vous revenez à Notien, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Regardez l'état du marché de la ville de Notien. Si on peut appeler même ça une ville. Regardez. Et il y a quelqu'un qui a été Premier ministre là-bas pendant 5 ans. Et il est aujourd'hui candidat à la députation, tête de liste. Et il va dire aux gens, oh, il d'accord en Corée, mais il raconte des conneries. Notre vieux, d'accord Corée, mais des conneries, il raconte aux gens. Et il distribue des gazés aux gens. Et les gens les suivent. Allez à Kara, la ville de 3 présidents, la région de 3 présidents. Il y a eu même 4. Il y a eu Dadjo, il y a eu Yadema,
Il y a eu Abbas Bonfo, il y a eu Fonya Singbe. Allez dans la ville de Kara. Regardez ce que c'est que la ville de Kara. Vous allez regarder. Le terrain, le stade d'Asco là, Asco de Kara, ils ont un terrain là. La seule différence, depuis qu'on a conçu ce terrain depuis 40 ans ou 45 ans, c'est qu'on a mis le gazon synthétique. Et ça, c'est la FIFA qui a donné ça. Depuis le temps où le général Ameyi et le maire d'Ogbe ont construit le stade de Kara là, le terrain quand tu joues comme ça. Combien de rues sont goudronnées à Kara? Quel est le cadre de vie à Kara? Hein? Dans quel état vivent nos frères à Kara? Depuis 2003 ou 2004, où Eyadema a posé la première pierre pour construire une université là, à Kara. Depuis 20 ans, on n'a jamais pu construire une université à Kara. L'université de Kara est en grande partie toujours logée dans les locaux de l'école normale des instituteurs à Kara Sud là-bas. Fon n'a jamais réussi, il n'a pas pu construire une université en 20 ans. En 12 ans, Ouattara a construit 8 universités. On ne parle pas des écoles d'excellence. Ouattara a construit 8 universités en 12 ans. On peut tout le reprocher, mais c'est quelqu'un qui travaille pour son pays. La vision d'un dirigeant, c'est de travailler son pays, c'est de changer le visage de son pays. Qu'importe là où il prend l'argent, qu'importe avec qui il est, mais c'est de changer son pays. Tous les pays s'endettent au monde. Les États-Unis sont les premiers endettés du monde. La Chine, la France sont endettés. Mais on sait ce que c'est. On sait ce que la dette fait. On sait ce qu'on utilise la dette pour faire. Kara, en 20 ans, on n'a pas pu construire une université. La ville historique de Sokoré, vous avez vu dans quel état elle est? Vous avez vu dans quel état cette ville est? Les amis, il ne faut pas attendre un opposant. Aucun opposant ne va nous sortir de cette histoire. C'est les Togolais. C'est nous, les Togolais, qui sommes victimes de ce régime, qui doivent serrer les coudes pour libérer notre pays. Les opposants, c'est des humains. Ils peuvent disparaître demain, ils peuvent mourir. Nous devons nous battre. Qu'on soit de Lomé, d'Anéron, de Daï, de Palimé, de Notien, de Kara, on est tous logés à la même enseigne. Nous sommes tous victimes d'un même système. Nous devons nous réveiller. Le Togo, c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert. Ford prend tout l'argent du Togo pour sécuriser son pouvoir. Il partage à ses amis, tous ceux qui l'aident à conserver le pouvoir. Et maintenant, il est ami avec les fameux Sahéliens, il leur donne l'argent, il fait les affaires avec eux, il investit des milliards dans les Pegasus pour contrôler les gens, il achète les diplomates, il investit l'argent pour acheter des gens qui peuvent se taire. Mais aujourd'hui, après 20 ans, qu'il est dans une situation un peu délicate, parce qu'en réalité, le régime togolais est dans une situation très délicate. C'est pour ça qu'ils sont très nerveux. C'est pour ça qu'ils renvoient les journalistes, ils renvoient ils refusent les accréditations, ils sont nerveux, ils menacent la CEDEAO. Je ferai des directs un jour sur ce qui s'est passé à la CEDEAO. La CEDEAO est certes victime de ses propres turpitudes, mais Ford a travaillé pour fragiliser la CEDEAO et après s'en servir. Aujourd'hui, il est dans une posture de chantage. Voilà, arrêtez-moi sinon je fais un malheur. Voilà, si vous ne voulez pas cautionner mon pouvoir, si vous ne voulez pas continuer par me supporter, peut-être je vais aller chez les Russes, je vais aller chez les Turcs. Bon, il est déjà avec les Russes, il est avec les Turcs, il est avec tout le monde. Donc c'est ce chantage-là qu'il fait à la communauté internationale parce que 20 ans de pouvoir, il est à l'étroit aujourd'hui. C'est le régime qui est en difficulté. C'est parce que nous ne sommes pas organisés qu'ils sont là. Parce qu'ils sont, en réalité, ils sont en difficulté. Aujourd'hui, Ford, il est isolé dans la région. Si quelque chose arrive au Togo, personne ne le soutiendra. Personne. Il en est conscient. Même sur le plan international, personne ne le soutiendra. Il en est conscient. Alors, il joue sur la terreur pour se maintenir encore le peu de temps qu'il peut. C'est ça la réalité. Alors, c'est pour ça que je plains les jeunes qui ont rejoint le train de Unir, ou le navire. Et ceux qui ont créé le RPT et qui ont longtemps fait le RPT, qui ont aujourd'hui 70 ans, 72 ans, 75 ans, ils sont au soir de leur vie. Mais les jeunes qui ont rejoint le RPT aujourd'hui, qui font tout le boucan là, tous ceux qui se disent intellectuels, professeurs d'université là,
Vous êtes certain que ce système-là va durer encore longtemps? Vous êtes certain que ce système-là va tenir longtemps encore? Vous êtes certain que ce système-là va tenir longtemps encore? Il y a l'environnement international qui évolue. Il y a l'environnement régional qui évolue. Ford ne peut pas résister à tout ça. Vous êtes certain que le système-là va tenir longtemps? À vous qui vous battez par tous les moyens, qui défendez l'indéfendable, vous les universitaires, les agrégés de droit, vous tous là, qui mettez votre intelligence au service de ce système mafieux-là. Vous pensez à demain? Vous êtes dans la quarantaine, 45 ans, 50 ans. Ceux qui ont fait le RPT et qui ont 70 ans, ils sont au soir de leur vie. Hein. Quand ça va chauffer là, vous savez comment vous allez partir? Vous savez ce qui va se passer? Vous savez comment ça va se passer? Tout le monde ne peut pas prendre l'avion. Hein. Ford, lui, peut prendre l'hélicoptère et partir. Hein. À la limite, même ses maîtresses, il va les abandonner parce que sa vie comptera pour lui avant. Vous, les jeunes là, les jeunes qui sortaient de nulle part là, qui bombaient le torse là, que c'est unir ou rien, si vous venez nous insulter sur nos pages, c'est unir et rien là. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez que ce système est au soir de sa vie? Est-ce que vous savez qu'un régime de 50 ans n'a pas d'avenir? Vous savez ce qui va se passer? Continuez pas à jouer avec le feu. Continuez pas à bomber le torse. Continuez pas à dire à tous les Hauts-Togolais toutes les insanités. Continuez pas à dire aux Togolais, nous sommes là, il ne se passera rien. Les autres aussi pensaient qu'ils étaient là jusqu'au jour où... Il n'y a pas plus peureux que Faure Gnassingbé, votre patron. Il n'y a pas plus peureux que votre patron, Faure Gnassingbé. Il aime trop la vie pour se sacrifier si un jour ça chauffe. En 2017, il était sur le plan de fuir. En 2005, quand le ministre Bokor avait démissionné, il avait fui. Ça, les Togolais ne le savent pas. Il était parti en Libye. Il est revenu de la Libye quand les Katanga l'ont appelé pour dire la situation est sous contrôle. Katanga est passé où aujourd'hui? Donc, continuez pas à jouer avec votre petit malin de dire que nous sommes là, il ne se passera rien, tout ça. C'est toujours vous les jeunes. Vous les jeunes qui vous êtes mis au service de ce régime-là. C'est vous qui allez payer pour tout ce que les autres ont fait, les anciens ont fait. Les anciens, ils sont en train de partir. Hein. Plus personne ne parle aujourd'hui des Natchaba, des Charles Kondi Agba, de tout ça, et des Abbas Bonfo. Ils ne sont plus là, personne ne leur demandera des comptes. On ne demandera pas des comptes aux morts. Mais ce que vous êtes en train de faire subir aux Togolais, de jour comme de nuit, de telle sorte que les Togolais sont devenus étrangers dans leur propre pays. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas s'épanouir, ils ne peuvent rien faire. Pendant que vous avez mis la main sur toutes les richesses du pays, vous en donnez aux étrangers comme vous voulez, vous en donnez à vos amis. Le jour où ce peuple va se déverser comme un torrent, vous êtes sûr que vous pouvez prendre, vous tous, là, un avion pour fuir? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est à vous les jeunes là, c'est à vous que je m'adresse. Hein. Vous les jeunes universitaires là, qui bombez le torse là. Il y avait un jeune ministre universitaire, je vais vous raconter une petite anecdote. Universitaire, ministre qui a passé tout son temps à justifier notre arrestation pour qu'on devait nous jeter en prison avec Joël Lega, paix à son âme et tout ça. Il a fait des interviews, des gens l'ont interpellé, mais comment vous, des jeunes, vous pouvez permettre des choses comme ça, qu'on jette les journalistes en prison, qu'on les menotte comme des bandits. Il a passé tout le temps à justifier tout ça. Autant bien sur les médias, à l'international, un peu partout. La dernière fois, quand on l'a sauté du gouvernement, il a passé son temps à pleurer. Aujourd'hui, il se fait tout petit dans ses souliers. Il pensait qu'il était au gouvernement avec un CDI, c'est-à-dire un contrat déterminé, à durée indéterminée. Quand on l'a sauté du gouvernement, là, il passait son temps à pleurer, à râler. Il continue d'ailleurs de râler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un dictateur n'a pas d'amis. Un dictateur, il n'a pas d'amis. Il n'a que des gens qui l'utilisent pour son pouvoir. Il n'a que des fusibles qui sautent à tout moment.
Et le dictateur, il aime ridiculiser les intellectuels. Il aime les utiliser pour les ridiculiser. Aujourd'hui, Faure ne parle pas de la constitution du Togo, mais il envoie tout ce que nous voyons comme des intellectuels, des enseignants-chercheurs, aller se ridiculiser devant l'opinion. Et le dictateur, c'est comme ça qu'il trouve sa fierté. Il est dans son palais, il dit, voilà, moi, je n'ai pas peut-être fait les grandes études comme ces enseignants-chercheurs, je n'ai pas fait de grandes études comme ces universitaires, mais je les envoie se faire ridiculiser pour mon pouvoir. C'est ça un dictateur. Hitler avait ses Goebbels, hein. Mussolini avait ses admirateurs. Ils avaient tous ces intellectuels qui ont théorisé la dictature. Aujourd'hui, c'est pareil au Togo. Donc, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Moi, je ne me suis pas engagé par rapport à un opposant. Je m'en fous des opposants, ce n'est pas mon problème. Les Togolais doivent comprendre que nous ne luttons pas pour un opposant. Les opposants, ils sont des humains. Un opposant peut disparaître demain. La preuve, il y en a dont on ne parle plus. Certains sont morts. Mais nous luttons pour notre pays. Notre pays doit être notre seule source de fierté. Moi, je suis fondamentalement patriote. Je suis fondamentalement patriote. Mon pays passe avant tout. Mon pays passe avant tout. Ce qui se passe ailleurs ne me regarde pas. Mon pays d'abord. Mon pays passe avant tout. Et je ne peux pas comprendre que le Togo soit dans cet état-là, de cet état de délabrement. Dans cet état de délabrement. J'ai fait la ville d'Atakpami. Et un jour, je suis reparti. Je n'avais pas l'habitude de retourner. Je suis reparti. Et j'ai vu l'état de la ville. J'ai pleuré. Elle s'est dégradée. Les tôles à Djama là-bas, à Nyanya, tout ça là, telles qu'elles datent de l'époque coloniale, les tôles sont toujours comme ça. C'est-à-dire que les enfants de ceux qui ont laissé ces maisons n'ont même pas les moyens de réaménager leur maison. De réaménager leur maison. Vous allez à Néo, toutes les grandes maisons des grandes familles sont abandonnées, dans un état de délabrement. C'est ça le visage de nos villes. À Lomé, les quartiers historiques, regardez l'état des maisons. C'est la fierté de qui? Tout ça fait la fierté de qui? Vous avez vu Faure Gnassingbé se promener dans nos quartiers pour voir l'état dans lequel se trouve d'abord la ville de Lomé. Vous l'avez vu aller dans les quartiers pour voir dans quel état se trouve la ville de Lomé. Vous avez vu Faure Gnassingbé faire ça? Vous avez vu Talon, il se promène dans les quartiers, il regarde. Vous avez vu Ouattara, même on peut tout dire. Je dis toujours Ouattara, on peut toujours tout le reprocher. Il est dans les quartiers, il voit comment la vie. Il est vieux, mais il se promène, il voit l'état de son pays. Et vous avez vu ça? Mais nous avons au Togo, on a qu'au Togo où les gens sont des milliardaires, alors qu'ils sont des fonctionnaires, ils sont dans la fonction publique. Ils sont des fonctionnaires des impôts, des fonctionnaires des douanes. Ils sont des milliardaires. Les gens sont devenus ministres. Ils ont acheté des maisons partout. Ils sont milliardaires. Après, ils viennent nous servir des discours de panafricanisme. Et des esprits faibles tombent dans ça. Des conneries. Pendant ce temps, ils installent leur maison. Ils installent leur famille aux États-Unis, au Canada et tout, et tout, et tout. J'ai rencontré ici le journaliste français Thomas qui a été expulsé de Lomé il y a quelques jours. J'ai publié une photo d'ailleurs de lui, lui et moi. Et tout ce qui lui est arrivé, sa mésaventures, tout ça. Et ça m'a fait très mal parce que nous sommes au Togo. Que ce soit un journaliste français qui vienne se battre, dénoncer ce qui se passe chez nous et qu'on l'arrête. Et que nous-mêmes, nos propres journalistes, se réjouissent de son arrestation. Le journalisme, le métier de journalisme est un métier de solidarité. Les journalistes sont solidaires partout dans le monde. Qu'on soit journaliste en Afghanistan, en Iran, aux États-Unis, en France, c'est une corporation de solidarité. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de race, ça n'a rien du tout. Et ce gars, Thomas Dietrich, ce que les gens ne savent pas, il a vécu longtemps au Togo. Il a passé une grande partie de sa vie au Togo, ce n'est pas un étranger. Son père, le père de ce jeune journaliste français, a vécu au Togo, a construit des dispensaires dans la région de Kara, à des ONG qui supportaient.
Jusqu'à sa mort. Son père était même installé en Otien. Il a aidé les gens. Des coopératives. Thomas Dietrich, il envoie chaque année de l'argent au Togo pour aider les orphelins. Et il y a des gens qui disent, oui, c'est un journaliste étranger, on a bien fait de l'expulser. Vous les Togolais là, je ne comprends pas, vous avez quoi? Quand j'ai publié la photo de Thomas, il dit, oui, Ferdinand, tu fais quoi avec les Blancs, tout ça? Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les histoires de Blancs? Nous-mêmes au Togo là, nous sommes incapables de nous aimer les uns les autres. Nous sommes incapables de faire un au Togo. Nous sommes incapables de construire une nation. Nous raisonnons toujours en ethnie, en clan, en village, en communauté. Tel n'aime pas tel parce qu'il est de telle ethnie, tel n'aime pas tel. Et nous attendons que les Blancs nous aiment. Nous attendons que les Blancs nous aiment. Balayons devant notre porte d'abord. Il y a des villages au Togo qui parlent la même langue, mais qui ne s'aiment pas. Il y a des quartiers au Togo, dans des villes, qui ne s'aiment pas pour des petites histoires de rien du tout. Après, on dit oui, c'est les autres qui ne nous aiment pas. Est-ce que nous aimons les Togolais? Malgré le brassage ethnique, il y a des gens qui ont pris les femmes dans toutes les ethnies. Mais dès qu'il s'agit du pouvoir, là, on parle ethnie. Dès qu'il s'agit des postes, là, on parle ethnie. Dès qu'il s'agit de ceci, on parle ethnie. On ne parle pas pays, on ne parle pas nation. Le premier réflexe du Togolais, quand il te voit, c'est de te demander, tu es de quelle ethnie? Qu'est-ce que c'est dans la foute de ça? Et donc, ce blanc-là, Thomas Dietrich, là, son père a fait beaucoup de choses au Togo. A conçu des dispensaires pour aider les Togolais, pour soigner les Togolais. Il est venu au Togo pour faire des reportages. On l'a arrêté, on l'a brutalisé, on l'a bastonné. Des Togolais se sont réjouis que c'est un blanc, c'est bien de l'avoir chassé. Vous connaissez le nombre de blancs qui sont des conseillers de Faure Gnassingbé? Vous connaissez le nombre de blancs qui sont des conseillers de Faure Gnassingbé? Dominique Strauss-Kahn, un homme de moralité douteuse. C'est eux qui dirigent notre pays, qui apparaissent même en plein conseil de ministres. Ils sont chèrement payés avec l'argent du contribuable. Charles Debache, il a fait la pluie, le beau temps au Togo, manipuler les constitutions comme il veut. Il a tout fait, manipuler notre économie. Il est mort, on est venu l'enterrer ici en France. Tony Blair, un criminel mondialement connu qui a fait la guerre au Moyen-Orient, tué des gens. Il est conseiller à la présidence du Togo. Il a une fondation qui est logée à la présidence du Togo. Vous pensez que Forêt nationaliste, Forêt patriote? Les Israéliens qui sont à Lomé, qui sont payés avec l'argent de nos phosphates et qui manipulent tout, les écoutes téléphoniques, tout, c'est eux qui font ça, qui sont chèrement payés. On voit comment Israël massacre les Palestiniens. Et vous pensez que Faure n'est pas plus vendu que parmi tous les Togolais? 64 après les indépendances, qu'un chef d'État ait autant d'étrangers autour de lui pour diriger un pays. Maintenant, il y a la bande d'Alain Foucault, tous ces Camerounais véreux là qui sont à Lomé, qui nous racontent des conneries. Et c'est nous les Togolais qui les applaudissons. C'est nous les Togolais qui avons perdu de notre fierté, qui sont prêts à aller défendre ces mercenaires qui viennent ramasser nos richesses. C'est nous les Togolais qui sont prêts à embrasser ces gens-là. Vous pensez que ces gens-là peuvent faire la même chose dans leur pays? Vous pensez que ces gens-là peuvent faire la même chose dans leur pays? Les gars, notre pays d'abord. Les Béninois se battent pour le pays. Les Ivoiriens se battent pour le pays. Les Ghanéens se battent pour le pays. Même ceux du Sahel se battent pour le pays. Battons-nous pour le Togo. Les autres là, on fera après. Battons-nous pour le Togo. Nous n'avons pas deux pays. On n'a pas deux patries. On a beau partir, on a beau prendre on a beau prendre des nationalités étrangères, mais on reviendra au Togo. C'est notre pays. Vous avez beau faire 40 ans en France, aux États-Unis et tout ça. Un jour, on sortira votre fichier, on dira vous êtes français d'origine, togolais. Vous êtes américain d'origine. Vous êtes allemand d'origine. On vous rappellera toujours vos origines. Donc, battons-nous pour notre pays. Ce n'est pas une question d'abandonner, de changer de nationalité, de faire ci, de faire ça. C'est pour ça que quand j'ai vu Thomas ici, je l'ai encouragé. J'ai dit, mais Thomas, ils t'ont fait un mal pour un bien. Thomas, il est rentré au pays, normalement.
Il est arrivé à la frontière, on lui a donné un visa, mais la policière qui gérait le visa à l'immigration avait un doute et tout ça parce qu'ils ont laissé des noms aux frontières là, aux frontières, des noms d'activistes et tout ça. Et donc, elle avait un peu de doute, elle a appelé plusieurs fois Lomé. Finalement, les gens de Lomé lui ont dit d'annuler le visa. Il a annulé le visa. Et Thomas est reparti au Bénin de l'autre côté. Et après, il est rentré à Lomé. Comment il est rentré? C'est les policiers togolais qui l'ont mis dans une voiture après avoir pris l'argent. Ils l'ont mis dans une voiture, il est venu à Lomé. Thomas Dietrich, il est venu à Lomé. Il était à Lomé, il a rencontré des leaders politiques, il a rencontré beaucoup de gens. Et c'est quand il est allé à la HAC pour demander une accréditation, parce que les renseignements ne savaient même pas qu'il était à Lomé, c'est quand il est allé à la HAC pour prendre l'accréditation que les gens de la HAC ont appelé la police. Et la police est venue l'arrêter à la sortie de la HAC. Comment vous pouvez imaginer qu'une institution comme la HAC, dont la mission première est la régulation et la protection des journalistes, puisse signaler des journalistes aux frontières pour qu'on les repousse à la frontière? Comment la HAC, qui a la responsabilité ou la mission de protéger des journalistes, appelle la police pour venir arrêter un journaliste à la sortie de ses locaux? Ces gens de la HAC, ils le font parce que certains ont fait 2 mandats, ont fait 3 mandats, ils ont envie d'être reconduits. Donc ils s'en foutent de ce que c'est que la presse. Tant qu'ils peuvent enfoncer les journalistes, tant qu'ils peuvent terroriser les journalistes pour que Ford puisse les reconduire, parce que c'est une maison de retraite, la HAC, ils vont le faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc j'ai dit à Thomas, il faut continuer. On doit le faire. Thomas passait toute sa vie au Togo. Ce n'est pas parce qu'il est blanc qu'il ne peut pas se mêler des affaires du Togo. Ce n'est pas parce qu'il est blanc qu'il ne doit pas se mêler des affaires du Togo. Il a passé sa vie au Togo. Quand vous entendez Thomas parler, il a même un accent africain. Il a passé sa vie au Togo. Son père a marié même une Togolaise de Niamtougou. Ils ont fait beaucoup de réalisations dans la région de Kara. Ils ont conçu des dispensaires. Jusqu'à la mort de son père, ils aidaient beaucoup les Togolais. Même Thomas, depuis ici, en France, il envoie de l'argent pour aider les Togolais qui sont démunis, des enfants qui sont dans les orphelinats. Et ce gars vient parler du Togo pendant que nous-mêmes, nous sommes incapables de parler du Togo. Et nous nous réjouissons que le régime de Togo, le régime togolais l'a chassé. Pendant ce temps, faut lui avec les Blancs, les Dominique Strauss-Kahn et tout ça là. Tous ces gens-là ont participé à modifier la Constitution. Les Strauss-Kahn, les Tony Blair, tout ça. Ce sont les cerveaux de tout ça, avant d'ajouter quelques Africains véreux qui sont avec eux. Et donc, mes chers amis, je vous l'ai dit tantôt, je n'ai pas l'habitude de faire des directs, mais exceptionnellement aujourd'hui, j'ai voulu prendre la parole pour vous délivrer ce message, un message d'espoir, un message d'encouragement, pour dire que quel que soit l'endroit où on se trouve, on doit se battre pour la libération de notre pays. Quel que soit l'endroit où on se trouve. Quel que soit l'endroit où on se trouve. Il n'est pas question de dire ceux-ci sont dans la diaspora. Non. Vous savez, ceux qui sont dans la diaspora sont encore plus efficaces que ceux qui sont à l'intérieur. Les plus grandes révolutions ont été conduites par les gens de la diaspora. Hein. L'ayatollah Khomeini, pour faire tomber le Shah d'Iran, il était réfugié en France. C'est depuis la France qu'ils ont organisé en partie la révolution iranienne. L'ayatollah Khomeini était en France. L'ayatollah Khomeini était en France. Donc, nous devons nous départir des considérations ethniques, communautaristes, religieuses et se battre pour notre pays. La clique de profiteurs, là, c'est eux que nous devons liquider. On doit débarrasser notre pays de cette clique de profiteurs. C'est une mafia. C'est une mafia qui a des tentacules partout, qui recrute dans toutes les ethnies. Même si les rôles affectés à chaque ethnie est précis. Je vous ai dit tantôt, dans l'analyse sociologique du pouvoir togolais, il y a ceux qui tuent. On sait de quelle ethnie ils sont majoritairement. C'est une minorité, mais ce qu'ils font n'engage pas leur ethnie. Ça n'engage que leur clique. Il y a ceux qui tuent pour maintenir le pouvoir. Il y a ceux qui volent pour maintenir le pouvoir. Il y a les intellectuels qu'on utilise quand il faut aller parler sur les médias, qu'on utilise aussi pour maintenir le pouvoir. C'est un rôle, c'est un jeu de rôle, c'est un mouvement d'ensemble. C'est tous ces gens-là qu'il faut combattre.
qu'il soit d'Anéron, qu'il soit de Vaughan, qu'il soit de Tablibo, qu'il soit de Palimé, d'Agoué, de Kara, de Sokolé, c'est toute cette clique-là qu'il faut combattre. Il y a 15 ans, si on disait aux gens comme les Pachas qui seront en prison, ils ne vont pas croire. Il y a 10 ans, si on disait, 15 ans, si on disait au général Tidjani et toute leur bande là, ils ne vont pas croire. Il y a de cela 5 ans, même 3 ans, 5 ans, si on disait à Katanga qu'on va le juger, le jeter en prison comme un vulgaire bandit, il ne va pas croire. C'est ça une dictature. Dans une dictature, seul le chef est dans la durée. J'ai l'habitude de le dire. Seul le chef est dans la durée. Tous les autres sont des fusibles qu'on saute, qu'on sacrifie pour le bien du chef. Et donc, nous ne devons pas croiser les bras. Il y a de cela 2 ans, j'avais alerté la classe politique et l'opinion sur ce projet de constitution. Personne ne m'a cru. Parce que peut-être ma tête ne plaisait pas à certaines personnes, ou bon, voilà, Ferdinand, il a fait ci, il a fait ça. Et nous avons cette sale habitude au Togo de regarder le messager plutôt que d'écouter le message. Si la tête du messager ne nous plaît pas, on n'écoute pas son message. J'étais le seul à avoir alerté la classe politique de ce projet de constitution depuis 2 ans. Personne ne m'a pris au sérieux. Parce que, effectivement, j'avais de bonnes sources d'information. Un journaliste d'investigation, c'est après tout quelqu'un qui a des sources partout. Vous ne pouvez pas faire de la politique sans avoir des sources dans la maison de vos adversaires. Surtout que l'adversaire, lui, il vous espionne tous les jours. Si nous supposons que la lutte politique est une guerre entre griffes, la guerre, c'est d'abord l'espionnage, c'est les renseignements. C'est les renseignements. Et dans tout régime, même en Corée du Nord, il y a des gens qui sont prêts à sortir des informations. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui sont prêts à sortir des informations. Aux États-Unis, il y a des gens qui sortaient des informations sur Donald Trump dans les grands journaux. Ils sont à côté de lui. Et là, avec Biden, il y a des gens qui sortent des informations. Ils sont à la Maison-Blanche. À l'Élysée, des gens sortent des informations dans le Canard enchaîné, dans Mediapart. Ils sont à l'Élysée. Comment se fait-il qu'au Togo, il y a des gens qui font des luttes sans être informés? Sans être informés de ce que l'adversaire fait, l'adversaire prépare. Moi, je suis un journaliste d'investigation. Je m'en fous de là où je prends mes informations. L'essentiel, c'est que l'information soit vraie. Si je peux même être ami au majordome de Faure Gnassingbé, si je peux avoir le contact du majordome de Faure Gnassingbé pour savoir comment il dort, avec qui il couche là, je vais être l'ami pour avoir les informations. C'est le travail du journaliste. C'est le travail du journaliste. C'est le travail du journaliste. Mais Faure, lui, il a acheté le Pegasus pour nous écouter tous les jours. Il a d'autres logiciels pour nous mettre sur l'écoute, pour écouter. Il a des informateurs dans les partis politiques, dans les maisons. Ils ont pris les femmes partout pour savoir ce qui se passe dans les maisons. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont les femmes dans toutes les maisons pour savoir ce qui se passe dans les maisons, pour faire le renseignement. Mais nous, le peu aussi qu'on peut glaner sur ce qui se passe dans leur maison, on va le glaner. Il faut quand même aller chercher les informations là où ils sont pour savoir qu'est-ce qu'ils préparent. Pourquoi quand les opposants font des réunions, juste à la fin de la réunion, ils ont des gens parmi eux qui vont transmettre toutes les informations au Bawara, au Bukwesi, tout ça. Et pourquoi nous, on ne doit pas avoir des gens parmi eux pour nous informer de ce qu'ils préparent contre nous? Si vous ne connaissez pas votre adversaire, comment vous pouvez le combattre? Le problème du Togo, depuis 20 ans, c'est que la classe politique a sous-estimé Faure Gnassingbé. Et continue de le sous-estimer. La classe politique a sous-estimé Faure Gnassingbé et continue de le sous-estimer. Et Faure en a profité pour liquider tous les opposants. Quand je dis liquider, c'est politiquement.
il a formé le premier gouvernement du gouvernement d'union nationale après les massacres de 2005. Il a mis les Demkodjo dedans et tout et tout. Et il les a discrédités, il les a mis au placard. Et puis après, il a fait le gouvernement de 2007, l'accord politique global. Il a mis les Agboïbo dedans, tout ça. Il les a aspirés, il les a liquidés. Après, il a fait le gouvernement, son accord avec Gilles Christ. Il a liquidé Gilles Christ. Aujourd'hui, Gilles Christ, il est l'ombre de lui-même. Et donc, il a liquidé la classe politique comme ça. Pendant qu'il liquidait la classe politique, il liquidait aussi tous ceux qui avaient des velléités dans son propre camp. Donc, il a écrasé les Pachas, les militaires, les Bodjola sont passés au purgatoire, ils sont revenus, il a liquidé tous ces gens-là. Donc, il était sur deux fronts. Autant il liquidait les opposants, il liquidait aussi les gens dans son propre camp. Un individu comme ça, vous ne pouvez pas le sous-estimer. Et la classe politique a sous-estimé fort pendant longtemps. Et quand on a tiré leur attention, quand il y avait le vent favorable, on disait, mais il faut aller tout de suite. Les gens ont dit, non, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse totale. Fort est bien faible aujourd'hui avec son pouvoir, mais l'opposition n'est pas assez forte pour le dégager. En réalité, le pouvoir de Lomé aujourd'hui est très faible. C'est pour ça qu'ils sont paniqués. C'est pour ça qu'ils sont paniqués et qu'ils trouvent des subterfuges pour s'accrocher au pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont frileux. C'est pour ça qu'ils sont nerveux. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à tout le monde. Ils s'en prennent aux journalistes, ils s'en prennent aux diplomates, ils s'en prennent à tout le monde. C'est pour ça qu'ils vont à la tribune des Nations Unies pour dire « Oui, nous sommes fatigués de vos injonctions, nous sommes fatigués de ci, de ça. » Parce que justement, ils savent que les gens sont fatigués d'eux. Ils veulent se mettre à l'abri des pressions. C'est pour ça qu'ils font tout ça, parce qu'ils savent que leur cause n'est plus audible. Mais en face, ceux qui devaient les dégager ne sont pas organisés. C'est pour ça que Fort, il y a un semblant que Fort est solide. C'est ça la réalité. Mais ceux qui vont dire aux Nations Unies que nous sommes fatigués de la condescendance des Blancs, de ci, de ça, ils ne sont pas fatigués d'aller acheter les maisons chez les Blancs, d'aller mettre leurs familles chez les Blancs, d'aller acheter les nationalités des Blancs pour les enfants. Vous voyez la manipulation. Donc, les gars, je ne vais pas vous prendre toute la journée. J'ai voulu faire ce direct-là pour partager mes sentiments, mes opinions avec vous. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps de m'avoir écouté. Et on ne va pas baisser les bras. On ne va pas baisser les bras. On ne va pas se taire. Le renouveau du Togo, la renaissance du Togo passe par le départ de Fort et la clique de tous les Nyasimbe. Ces gens ne pourront plus jamais rien faire pour le Togo. Ils n'ont d'ailleurs jamais rien fait. Fort ne fera aucun miracle. Il n'en a pas fait, il n'en fera pas. Il nous perd juste le temps. Lui et tous ses amis, sa clique de jouisseurs, ils nous perdent juste le temps. Ils nous perdent juste le temps. Ils ont mis la main sur toutes les ressources du pays. Ils font ce qu'ils veulent avec l'argent du pays. Ils s'en foutent des conditions de vie des Togolais. Ils sont même incapables. Ils sont même incapables de créer de nouveaux cimetières pour enterrer dignement les Togolais. Ils sont incapables de construire des hôpitaux modernes. Ils sont incapables de faire des routes, de goudronner les petites rues de Lomé. Je viens de vous le dire. Ils sont incapables. Aujourd'hui, quand on est Togolais, c'est une honte. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous les jeunes ont des éléments de comparaison. Quand il y a quelque chose qui se fait au Bénin, tout le monde voit ça. Quand il y a quelque chose qui se fait au Ghana, tout le monde voit ça. Quand il y a quelque chose qui se fait en Côte d'Ivoire, tout le monde voit ça. Qu'est-ce qu'il y a d'attractif aujourd'hui au Togo? Quel lieu de tourisme il y a au Togo aujourd'hui? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Talon, depuis Ouida jusqu'à Cotonou, on en a Porto Novo, en train de changer tout le dispositif touristique du Bénin. Il a conçu des monuments. Le Bénin aujourd'hui est attractif. Les gens viennent et ça fait de l'argent pour les artisans, ça fait de l'argent pour beaucoup de gens, ceux qui vendent les gadgets, les objets. Plus les touristes viennent, plus le pays marche. Fort n'a pas été capable de construire un seul hôtel pendant 20 ans. Montrez-moi un hôtel au Togo que Fort a construit depuis qu'il est là. Au contraire, les hôtels qui sont là sont en délabrement. Regardez l'hôtel de la paix, dans ce site paradisiaque, au bord de la plage, avec ce sable fin. C'est abandonné. Hôtel Palm Beach, c'est abandonné. Hôtel de 30 à Palimé, il n'y a même pas de clôture. Ça fait 3 ans qu'ils construisent une clôture. Une seule clôture, ça fait 3 ans. Ils ont construit une piscine là, il y a une clôture. Et quand les gens sont dans la piscine, les moutons viennent dans l'hôtel et ils tournent autour de la piscine. Et les gens sortent de l'eau. Palimé. Vous allez à Takpamé, hôtel Le Roc. On a débloqué de l'argent pour les réaménager. L'argent détourné.
Vous allez à Sokoré, les vieux, il n'y a que les hôtels d'anciens temps qui sont dans un état de délabrement. Et ça ne dit rien à personne. Nous avons des sites touristiques qu'on peut la valoriser parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien. Allez dans le Cloto, tous les sites touristiques, les barrages et tout ça, dans le Daï, il n'y a pas de route pour y aller. Mais quand vous allez de l'autre côté au Ghana, on a fait des routes jusque dans les petits villages pour permettre aux touristes de venir. Plus les touristes viennent, plus les artisans vendent des objets, vendent des statues, vendent des trucs. C'est de l'argent qui circule. Aujourd'hui, quand des bateaux de croisière passent sur notre côte, ils s'arrêtent au Bénin. Les bateaux de croisière s'arrêtent au Ghana, s'arrêtent en Côte d'Ivoire, ils ne s'arrêtent pas au Togo parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir au Togo. Quand vous allez au musée là, Ford n'a même pas été capable de construire un musée. Sous le palais des congrès là, il y a un truc là-bas qu'on appelle musée. Vous allez là-bas, vous allez voir les anciens les artefacts là. Et quand les archéologues ils ont mis ça là-bas, ils disent que c'est ça le tourisme au Togo. C'est des conneries comme ça qu'ils ont rassemblées là-bas. C'est ça le musée au Togo. C'est ça le musée au Togo. Il n'y a rien. Mais le même Ford là, il va à Milan. Il va à Milan pour suivre les grands théâtres. Ça veut dire qu'il connaît les bonnes choses. Il va à Milan pour voir les grandes représentations artistiques. C'est des conneries comme ça. On ne comprend pas notre pays. Les artistes, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de plan de carrière. Vous n'avez pas de soutien. Vous n'avez pas les petits fonds d'aide aux artistes qu'on débloque au ministère du Tourisme là. C'est détourné. Mais c'est vous qu'on utilise pour faire la campagne électorale. Et vous criez. Ouais, 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 ouais. Si vous tombez malade, vous n'avez même pas de moyens pour vous soigner. Rien du tout. Le fonds d'aide à la culture, c'est détourné. Les gens bouffent ça. Mais c'est vous qu'on appelez pour faire la campagne et vous courez parce que vous avez 200 000, 300 000 francs à prendre. Ça ne va pas sécuriser votre avenir. Donc, les gars, nous avons besoin d'une prise de conscience collective. Une prise de conscience collective contre la manipulation de cette minorité. C'est toutes les ethnies au Togo qui sont victimes de la minorité. Donc, cette prise de conscience doit être nationale pour qu'on se débarrasse de ce système. C'est un système qui nous a fait énormément de mal. Plus on laisse le cancer, plus il va se développer, il va se métastaser. Le pays va s'effondrer partout. Donc, malgré tout, je vous souhaite une bonne fête d'indépendance. Je souhaite à chacun beaucoup de courage. Les élections vont certainement avoir lieu lundi. Peut-être les résultats sont connus d'avance. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. C'est l'après qui est intéressant. C'est ce qui va se passer après qui est important. C'est ce qui va se passer après qui est important. C'est ce qui va se passer après qui est important. Parce que tout ce qui est fait là, c'est pour décourager le peuple. C'est pour désorganiser les gens. C'est pour décourager les gens. Mais personne ne doit regarder un leader politique, un opposant, pour se décourager. Le Togo d'abord, ce n'est pas une question d'opposition. Tout ce qu'on peut utiliser comme moyen légal pour mettre en difficulté le régime, il faut le faire. Parce que vous les voyez, je vous ai dit, c'est des peureux. C'est des peureux. C'est des gens qui sont peureux. Et ils savent que d'une manière ou d'une autre, ils sont au bout de la course, leur régime va prendre fin. Mais eux-mêmes et nous, on ne sait pas comment ça va tomber. Eux-mêmes, ils le savent que ça va tomber. C'est pour ça qu'ils s'accrochent, vaillent que vaillent. Ils inventent des constitutions, ils inventent des choses. Ils s'accrochent au bateau. Ils s'accrochent. Il y a beaucoup parmi eux qui n'y croient pas. Tout ce que vous voyez faire le tour des médias là pour dire oui, c'est le régime parlementaire qu'il nous faut, ça va moderniser le Togo là. Ils n'y croient pas. En privé, ils disent autre chose. En privé, beaucoup disent autre chose. Je ne vais pas vous le dire tout de suite. En privé là, ils disent autre chose. Pour vous dire que Ford, il est seul en réalité. En privé, ils disent autre chose. Donc le jour où ça fait pire là, les gens vont détaler comme Usain Bolt. Ils n'auront même pas le temps de fuir. Ils n'auront pas le temps de fuir. Ils n'ont pas le temps de fuir. Vous savez, quand il y a une tension dans le pays, il y a un message de sécurité qu'on envoie à toute la famille Nyasimbe.
et leurs proches. Écoutez-moi très bien, quand il y a une période de tension dans le pays, il y a un message discret qu'on envoie à tous les Nyasingbe. Genre, on leur dit, soyez en alerte, s'il y a quelque chose, il faut qu'on dégage. Et généralement, ce message, c'est de leur dire, ne soyez jamais loin de l'aéroport. Ne soyez jamais loin de l'aéroport. Et quand vous faites une petite enquête sur les habitations des Nyasingbe à Lomé, vous allez voir que la plupart de leurs maisons ne sont pas loin, dans un périmètre de 5 km de l'aéroport. Ils ne sont jamais loin de l'aéroport. Ces derniers temps, ces derniers jours, ils ont eu encore ce message d'alerte à la famille. Ils ont dit aux gens, ne soyez pas loin de l'aéroport. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui sont sereins. Oui. Mais le jour où ça va chauffer, je ne sais pas combien de personnes vont pouvoir rentrer dans un avion. Vous avez vu comment les Américains sont partis en catastrophe en Afghanistan là. Les gens se sont accrochés aux avions, l'avion décollait, les gens étaient accrochés, ils disaient, ah, sauvez-nous. Ce que vous êtes en train de faire avec le peuple togolais là, tout le mal que vous faites en faire au Togolais. Le jour où ce peuple va décider de prendre la revanche là, il n'y aura même pas d'avion qui va décoller. Il n'y aura même pas d'avion. Parce que la clôture de l'aéroport même tombe à tout moment. Il suffit d'envoyer 3 motos sur la piste là-bas, aucun avion ne va décoller. Vous avez vu comment les Américains ont quitté l'Afghanistan? Vous avez vu comment ils sont partis? En catastrophe. Ceux qui sont restés là, les collabos qui sont restés là, vous avez vu comment les gens ont fini avec eux. Fort, lui, depuis son domicile, il prend un hélicoptère, il part. Hein? Il part. Vous là, vous les jeunes là, qui faites les petits, les zélés là, les zélés, vous qui vous mettez en relief, oui, c'est une île ou rien, il ne va rien se passer, tout ça là. Vous êtes sûr, je vous dis encore, vous êtes sûr que ce régime va tenir longtemps? Vous êtes sûr que le régime que vous supportez a de l'avenir? Si oui, pourquoi les personnes les plus importantes du régime mettent leurs enfants à l'étranger? Ils achètent des maisons à l'étranger. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de partager ce samedi d'indépendance avec nous tous. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse chacun de nous. Celui qui dit qu'il n'y aura pas de revanche, que nous sommes un seul peuple. Personne ne parle de revanche, mais il faut savoir que si nous sommes un seul peuple, on n'a pas besoin de faire souffrir les autres. Tout ce que vous mettez en prison, tous ceux dont vous détruisez la vie tous les jours, vous pensez qu'ils n'ont pas de famille? Vous pensez que demain, ils n'auront pas réagi? Donc restez là-bas pour dire que nous sommes un seul peuple. Vous allez voir. Vous allez voir. Quand le moment viendra. C'est une question de temps. Voilà. Ils ont la montre. Nous avons le temps. On verra bien. Le temps, c'est le tombeau des princes et des rois. On verra ce que ça va donner. Non, je ne sais pas quand est-ce que je ferai un prochain direct. Cela m'est venu comme ça en tête de parler aujourd'hui avec les Togolais. Je n'ai pas l'habitude de faire les directs. Et moi, je voulais juste passer un message pour encourager les gens, donner de l'espoir aux gens, parler à la jeunesse surtout, pour dire qu'on ne doit pas abandonner. C'est juste pour ça que j'ai allumé la caméra. Je n'ai pas l'habitude d'allumer la caméra. Je demande aux jeunes de prendre conscience, d'arrêter tout ce qui se passe sur TikTok, les futilités, tout ça. Vous avez vos parents qui meurent dans les villages. Vous avez des gens qui n'ont pas d'électricité. Vous imaginez que des gens sont nés au Togo, ils sont morts dans les villages, ils n'ont jamais vu le courant électrique. Ils n'ont jamais vu le courant électrique. Ils n'ont jamais vu de route goudronnée. Ils n'ont jamais vu d'ambulance. Dans un pays où on a tout. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons nous réveiller. C'est ça qu'il faut. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Et je vous souhaite un très bon week-end. Un très bon week-end. Une bonne fête d'indépendance.
et, euh, et beaucoup de courage. Et le courage, c'est pour nous tous, c'est pour le bas peuple, c'est pour aussi beaucoup d'entrepreneurs. Vous savez, aujourd'hui au Togo, les entrepreneurs, ils n'arrivent pas à s'en sortir, hein. Quand vous parlez avec les entrepreneurs togolais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Les gens ont fermé les entreprises. Il n'y a plus d'opportunités, il n'y a plus rien. C'est les étrangers qui ont tout pris. Les gens ont fermé des entreprises. Les gens vont en passation des marchés. C'est les étrangers qui arrachent les marchés. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc nous devons arrêter tout ça. Donc bonne fête de l'indépendance. Beaucoup de courage à vous. Et nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas mener notre lutte par rapport à un opposant. Nous sommes tous des opposants. Nous voulons que notre pays change. Nous sommes tous des progressistes. On veut que le pays change. C'est le plus important. Notre lutte n'est pas déterminée par la position d'un opposant. Qu'un opposant aille chercher l'argent ou prenne des positions, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est le Togo. Les opposants vont passer, c'est des individus, c'est des hommes. Donc sortons de notre petit confort, de notre petit confort quotidien. Vous avez vu tout ce qui se passe à Lomé, tous les bars, les bistrots qu'on a créés partout, les champs de passage, tout ça, c'est pour clochardiser la jeunesse. C'est pour clochardiser la jeunesse. Et c'est pour amener les gens vers les choses futiles. On ne peut plus continuer comme ça. Alors, bonne fête à tout le monde. Et voilà, et je vous dis merci et à la prochaine. Allez, au revoir.